Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le cadre donc de notre saison 4 de Débat court. Un nouvel épisode, de nouveaux invités. Je les présente d'abord avant d'aborder notre thème qui nous donne l'occasion de nous retrouver. Alors tout d'abord, Alix Nenner. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas venu sur le plateau. Mais absolument. Bonjour Albéric. Et un grand plaisir, ça nous remonte à la première et deuxième saison. Absolument. Donc une belle aventure. Alix Nenner, vous êtes professeur des écoles, c'est comme ça qu'on les appelle, en primaire. Beaucoup d'années passées donc dans des établissements privés hors contrat. Vous étiez commercial avant ? Oui, avant de devenir maîtresse d'école. Effectivement, voilà. J'ai eu une vie au sein dans des grosses entreprises. 14, 15 ans d'expérience d'enseignement ? 20. Ah, déjà 20. Et puis, bon, nous nous sommes connus avec le cours des frères Montgolfier qui a fait naître la pédagogie montgolfière. Nous allons consacrer une émission sur cette pédagogie, donc on vous retrouvera également sur le plateau. Très bien. Nous avons, comme Yann de Cacrès dans certaines émissions, nous avons l'autre dinosaure, Benoît Maisonneuve. Bonjour Albéric. Bonjour Benoît, donc créateur, fondateur d'école, un booster et un audacieux. Voilà. Merci, c'est la belle opportunité donc de te retrouver et on est vraiment très content de t'avoir. Précis Chelmi. Alors, nous avons un professeur, cette fois-ci enseignant, enfin professeur du lycée, oui. Biotechnologie. Oui. En quoi cela consiste-t-il, la biotechnologie ? C'est tout ce qui est sciences de vie et de la terre. Comme je disais, c'est un peu l'ASVT, mais pour les lycéens. Ça a toujours été un peu votre passion ? C'est né comme ça? Vous êtes devenu professeur parce que vous aviez envie d'être professeur de biotechnologie dès le départ? Peut-être pas professeur de biotechnologie dès le départ, mais oui, j'ai toujours eu cette ambition d'être enseignante parce qu'avant, j'étais dans l'économie sociale et solidaire et j'apporte ma pierre à l'édifice par rapport à mes connaissances. Voilà. Alors, une année très éprouvante pour les professeurs, mais aussi pour les élèves, une année anxiogène sur le plan scolaire. On en parle déjà pas mal depuis quelques émissions, mais c'est vrai que c'est une année, on peut parler de traumatisme. Et ça n'a rien arrangé pour ce qui est de la vocation d'être professeur et être enseignant. Crise vocationnelle, mais aussi, semble-t-il, une école en faillite. Une école en faillite parce que nous cherchons, nous essayons de nous rattraper sur des pédagogies qui, finalement, se succèdent en raison des différents politiques qui prennent le pouvoir exécutif et qui donnent leur petite touche personnelle dans le programme de l'éducation nationale. Une éducation nationale finalement très éprouvée par des programmes qui se succèdent, par des échecs, par des tentatives. Encore il y a 4 ans, la méthode de Singapour était véritablement bannie. Aujourd'hui, elle est présentée comme un salut. Mais finalement, le 8 janvier 2024, alors que le ministre de l'Éducation nationale devient Premier ministre le 9, le 8 janvier va être refusé d'un bloc toutes les propositions qu'aura faites finalement notre ministre de l'Éducation nationale. Finalement, beaucoup de discours, mais rien d'applicable et pas le temps de combattre ou de défendre les bonnes idées puisqu'il devient Premier ministre. On en parle très peu, mais c'est un fait. Nous nous retrouvons exactement dans le même état en éducation nationale que l'année dernière, c'est-à-dire il y a 1 an exactement, jour pour jour. Le ministre est passé, il est devenu Premier ministre. Il peut peut-être, au moment où je suis en train d'enregistrer cette émission, trépasser comme Premier ministre. Voilà ce qu'il en est. Et pendant ce temps, sur le plan derrière, donc dans les classes et dans les écoles, dans la salle des professeurs, la crise demeure. Les syndicats essayent de défendre la dignité du professeur, mais en vain, nous voyons bien qu'il y a une vraie crise. Très peu de professeurs nouveaux candidats se présentent et cela inquiète fortement pour l'année 2025. Alors, nous allons essayer de comprendre si vraiment il y a une crise vocationnelle et si vraiment nous sommes face à une école en faillite ou y a-t-il des forces vives qui ne sont pas encouragées mais qui existent déjà. On va démarrer d'abord, Benoît, sur les établissements hors contrat. Penses-tu que le hors contrat peut contribuer à de bonnes idées pour le public et le privé sous contrat ?
a de bonnes idées, sûrement. Pour le public et pour le privé sous contrat, certainement. Je pense que nous sommes complémentaires. Mais je crois que derrière toutes les questions qui se posent, il ne faut pas perdre de vue l'objectif que doit poursuivre l'école. L'école d'une manière générale, c'est-à-dire je parle du primaire jusqu'à la terminale. On pourrait sans doute aller au-delà. Et on parle aussi de méthodes. On parle beaucoup de méthodes. Et les méthodes ont certainement de grands bienfaits. C'est très bien. Mais le but de l'école, et pour que l'école puisse fonctionner, il faut garder comme objectif que ce qui fait que la croissance de l'enfant lui permet de s'accomplir vraiment et de devenir lui-même, c'est de découvrir, j'allais dire sa vertu challenge, c'est-à-dire de le mettre de manière habituelle dans la recherche de la pratique d'une vertu. D'une vertu au sens très large, bien sûr. La vertu, c'est une force. Bon. Et je pense à l'enfant timide, par exemple. L'enfant timide, qui prend pas la parole en cours, qui ne lève jamais la main, qui ne joue pas forcément toujours à la récréation, peut-être qu'on pourra lui indiquer de pratiquer un peu plus la vertu du courage, tout simplement. Courage au sens là aussi très large. Donc je pense que ça, c'est un objectif de l'école, c'est la pratique de la vertu. Et je pense aussi que les méthodes... On est dans l'ordre éducatif, là, dans ces cas-là. Dans le sens éducatif, au sens très large, mais aussi dans l'application de son travail au quotidien. Et je pense que dans les méthodes, et il y a des choix de méthodes, il y a des panels, c'est merveilleux d'ailleurs. Je pense qu'on peut s'en inspirer, c'est tout à fait nécessaire. Mais en même temps, quelle que soit la méthode pratiquée, les enseignants, les professeurs, les maîtres sont amenés à faire du cas par cas, sont amenés à faire du suivi personnalisé. Et ça, c'est indispensable. Et ce que fait le privé hors contrat, c'est cette pratique du suivi personnalisé. En tout cas, elle essaye de le faire. Ouais, la première clé, donc, ça serait une histoire même si on parle de besoins éducatifs et besoins aussi avec la pédagogie de l'enseignement académique, il y a cette idée d'être le plus proche de l'élève et de l'accompagner, donc ça demande un petit effectif. Vous êtes professeur, Priscille, vous êtes professeur de lycée, dans un lycée privé sous contrat. Oui. Quel est l'effectif de ce lycée ? Nous, on a des petits effectifs, des petites classes, ou alors les classes dédoublées, pour pouvoir avoir plus d'impact et être plus proche de nos Est-ce que c'est la fameuse réforme du lycée qui vous a permis ce tournant ? Aussi, mais aussi... Et ça a un intérêt, est-ce qu'on peut rejoindre justement cet intérêt du suivi personnalisé ? Ah oui, le suivi personnalisé, c'est hyper important, parce que, comme tu le disais, les élèves ne sont pas les mêmes, et il faut aussi tenir compte de ceux qui suivent un peu moins bien, ou alors qui ont besoin de plus de temps et plus d'attention. C'est nécessaire. Alix, l'établissement de primaire, c'est une nécessité. On a bien senti, même au tout début du septennat, maintenant on peut le dire, de Macron, il va y avoir cette volonté de séparer, même dans le public, de séparer dans le CP les classes et de faire en sorte qu'il y ait un effectif, surtout dans les quartiers les plus difficiles, un effectif de 12 élèves. Vous avez enseigné dans des écoles. Le petit effectif est un absolu pour que l'école puisse être efficace ? Alors, le petit effectif, je pense, est devenu un absolu. Est devenu un absolu parce qu'on a des problèmes d'éducation, avec les élèves. Autrefois, je crois qu'ils étaient 30 par classe. Ça ne mouftait pas. Il y en avait probablement certains qui étaient... Il y avait un mélange de niveaux aussi. Oui. Mélange de niveaux. Mélange de niveaux, grosse classe. Mais il y avait effectivement... le maître était respecté. Donc... personne ne bronchait en classe, ce qui n'est plus le cas. Donc effectivement, petits effectifs. Benoît, quand vous dites qu'il faut s'adapter à tous les enfants, oui, et faire du cas par cas, oui, mais attention, pas trop non plus, je trouve. Alors, bien sûr, prendre le cas de chacun, mais maintenant, on a des parents qui vous disent... Oui, mais attention, il n'aime pas écrire comme ça. Oui, mais attention, il n'aime pas le cahier comme ça. Oui, mais c'est le professeur qui apprend. C'est pas tout à fait dans cet esprit-là que je le dis. C'est pour ça que j'ai bien compris votre esprit, et c'est pour ça que je le recadre un peu. Oui, attention au cas par cas. À trop de cas par cas, on arrive à aucun goût d'effort. Alors, je parle, moi, du suivi personnalisé. Je ne parle pas du cas par cas, je parle du suivi. C'est-à-dire que
quand un enfant rentre dans une école, quel que soit le niveau d'ailleurs dans lequel il intègre cette école, l'école garde la même mission, c'est que l'enfant doit finir par devenir réellement qui il est. Et pour ça, il va falloir, c'est une banalité de le dire maintenant, comprendre exactement qui il est, se connaître. Pour qu'il se connaisse, il est guidé par son maître, son professeur, son enseignant. C'est la mission de l'enseignant de dire « Je pense que vous avez plutôt une appétence pour tel type de matière et ça peut peut-être aider l'enfant à mieux se connaître et à tracer des perspectives pour l'avenir, peut-être, pourquoi pas, ou alors l'aider à développer justement quelque chose qui pour l'instant était un peu en marge du programme scolaire, mais qui va devenir premier et prioritaire pour lui dans sa vie. Donc il faut absolument cette espèce d'accompagnement qui est un accompagnement peut-être même en dehors carrément, au-delà en tout cas, plus fort que l'accompagnement, le strict accompagnement du professeur dans sa matière. Les professeurs restent et voient le monde dans le spectre de la matière qu'ils enseignent. Et c'est bien normal puisque ils raisonnent en fonction de ce qu'ils aiment. En principe, ils transmettent ce qu'ils aiment et ils le transmettent d'autant mieux qu'ils l'aiment bien. Mais il faut accompagner l'enfant et l'enfant se frotte en quelque sorte à la matière qui est enseignée et à l'enseignant. Ce qu'on retient surtout, c'est l'enseignant qu'on a eu. Si on était amené à dire tout ce que nous avons reçu à l'école en tant que matière, en tant que substance intellectuelle, on aurait bien du mal à le faire. Oui. On serait incapable. Par contre, dire qui on a eu, qui on a pu singer, moquer ou suivre, avec plaisir et avec bonheur, eh bien ça, on y arrive. Donc ça veut dire que la place de l'adulte près de l'enfant pendant son cursus scolaire, elle est primordiale. Elle est vraiment une main tendue, une main qui tient l'enfant aussi. Et la référence tout à l'heure au changement dans la société, le fait qu'il n'y ait plus forcément de discipline naturelle, spontanée, parce qu'elle n'est pas accompagnée, parce que c'est pas l'écho de ce qui se passe en famille. Je pense que l'école est aussi éducatrice. Quand on reçoit un enfant dans une école, on reçoit une famille. Quand on reçoit une famille et que la famille comprend la pédagogie de l'école, le projet éducatif de l'école, on lui demande d'ailleurs non seulement de le comprendre, mais d'y adhérer et donc de souscrire. C'est-à-dire, eh bien, en principe, on lui demande d'être cohérente. Et donc, les exigences qui sont présentées à l'école doivent trouver le même écho à la maison. La notion de service, la notion de service, la notion de respect des autres, la notion d'accompagnement du petit frère, de la petite sœur ou du grand frère, de la grande sœur, tout ça, ça fait partie de la mission de l'enseignant. Et on ne peut pas dissocier les choses, on peut pas. Je pense que ce serait maladroit de considérer que l'accompagnement personnalisé ne serait que du cas par cas pour la progression scolaire. Alors, ça, c'est pas l'objet. Oui. Par contre, attendez, il y a une toute petite seconde, je voudrais quand même qu'on fasse une petite parenthèse sur justement le rapport entre l'élève et le professeur. Une dernière émission, on avait vraiment le témoignage d'élèves qui ont réussi dans leur scolarité parce qu'il y avait quand même un lien aussi personnel, une affinité avec le professeur. Très souvent, on dit « j'ai aimé cette matière parce que d'abord, j'ai été en contact avec mon professeur. Et ce professeur m'a touché et m'a donné envie de m'intéresser à cette matière. » Et donc, c'est une chose de concevoir la vocation de l'école, mais c'en est une autre, et c'est là où je voudrais rebondir, d'incarner ce qu'est l'école. C'est-à-dire, j'incarne l'enseignement et j'incarne l'école. Alors, juste un mot. Oui. Je pense que la relation de l'élève et du maître, alors on peut être amené à dire que l'élève devient souvent meilleur que le maître, mais il y a des maîtres ou des professeurs qui ont un certain niveau, mais qui ne sont pas forcément excellentissimes dans leur matière, mais qui sont excellents dans la transmission. Dans la transmission. Et bien là, ils impriment quelque chose chez les enfants qui leur permet de dépasser complètement ce niveau et surtout de devenir meilleur humainement. C'est la patte humaine qu'on travaille et qui fait que la personne s'épanouit totalement. Et bien quand on voit des anciens élèves, ils sont à des niveaux très très supérieurs à ceux que nous avons pu atteindre quand on a commencé à enseigner, et bien on s'aperçoit que le bénéfice du temps qu'on a passé avec eux, des conversations qu'on a pu échanger, je ne sais plus qui disait, hein, l'éducation c'est une longue conversation. Mais je pense que c'est ça, c'est une longue conversation, elle ne s'interrompt pas. Alix ou Priscille, un complément sur ce domaine? Oui, moi je pense que nous on se souvient des professeurs que l'on a admirés. Oui. Pour des raisons humaines ou d'enseignement. Affectives, relationnelles. Exactement.
Et pourquoi, pour en revenir au thème de votre émission, pourquoi il n'y a plus de vocation? Parce on a appris à ne plus admirer nos professeurs. Il faut que le sachant s'efface. Il faut que tout le monde soit au même niveau. Autrefois, quand vous regardez les vieilles photos, le professeur, il était sur une petite estrade. Oui. Il était au-dessus. Il dominait un peu les élèves, non pas de façon malsaine, mais du coup, les élèves admiraient ce professeur. Il était le tuteur, quoi. Eh ben, il était la référence. Mais moi, je ne serais, enfin, je suis pas d'accord avec ça, justement, parce que moi, je suis en tout cas, mes collègues et moi, on est quand même de ces enseignants qui veulent que nos élèves nous apportent aussi des choses. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu décalé par rapport aux nouvelles technologies, Mais est-ce etc. que ça joue pas un peu sur la démagogie, ça? C'est avant même d'apprendre quelque chose, l'élève va vous apprendre quelque chose? Non, on va lui apprendre quelque chose, Qu'on mais comprenne aujourd'hui, les élèves sont beaucoup dans l'affect. Oui. Avec les enseignants. C'est une certitude. Ça, si un élève dit « j'aime cette matière », c'est parce que il apprécie il apprécie la personnalité de l'enseignant. Et nous aussi, on peut jouer ou pas sur cet affect. Et on parlait tout à l'heure de l'accompagnement personnalisé. Mais les enseignants aussi sont dans l'affect avec les élèves parce que il faut pouvoir les regarder qui ils sont, pour pouvoir les accompagner par rapport à leur propre personnalité. Mais ça, il faut prendre le temps. Et quelquefois, ce temps-là, on l'a pas, mais il faut pouvoir le prendre. Et puis, nos élèves aussi nous apportent beaucoup. Moi, la place de l'enseignant au-dessus, sans que ce soit péjoratif. Non, mais pas péjoratif, mais... Non, on doit être... Moi, je pense qu'on doit être un enseignant au milieu de nos élèves, pas au-dessus, au milieu. Enfin, peut-être que c'est... Mes collègues et moi, c'est comme ça qu'on voit... Est-ce que vous avez vu l'évolution des professeurs dans la salle des professeurs, dans leur motivation et dans la compréhension de leur rôle et de leur métier? Est-ce que vous avez vu qu'il y a une métamorphose qui est en train de se mettre en place ou qu'est-ce qui change aujourd'hui? Parce qu'on a eu les années de démago, quoi. Moi, j'ai rien à apprendre, c'est eux qui apprennent tout, c'est eux qui sont l'école. Ah non, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, en prof? fait, je pense qu'à un moment donné, les enseignants étaient un peu, je veux dire, choqués d'apprendre, on aurait dit qu'ils apprenaient ça, que l'enseignant, c'est un éducateur. Ah bah non, c'est pas notre rôle, mais si, en fait. Enfin, je veux dire qu'on est quand même avec les élèves. On n'a pas le droit de dire nos élèves parce que sinon c'est trop affectif. Oui, voilà. Mais avec les élèves, on est quand même, je sais pas, de 8 heures, par exemple, à 18 heures. Enfin, plus de la moitié du temps qu'ils passent à la maison. Ouais. Donc, et puis l'enseignement, c'est ça, c'est l'éducation, c'est une conversation comme tu le dis, mais c'est aussi une conversation, une répétition. Et puis moi, franchement, je trouve que nos élèves nous apportent aussi énormément. Mais bien sûr, mais alors, Alix, alors c'est d'autant plus vrai en primaire parce qu'on les a toute la journée. Donc effectivement, on passe plus de temps avec eux qu'avec leurs parents, enfin sur le temps de la semaine. Donc c'est important d'avoir des relations vraies, sincères. Mais je pense qu'il faut que chacun reste à sa place, de la même façon que les parents. Les parents copains, ça n'a jamais été une réussite. L'instituteur copain, c'est pas une réussite. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas proche d'eux. Mais pour que l'enfant puisse quand même avoir du respect pour son professeur, c'est pas son pote de récréation. Mais Priscille, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez dire? Non, ne pas pas du les tout. aimer. Et puis le respect, moi, enfin, mes collègues et moi, on a en début d'année scolaire, on fait une réunion et on se dit, dès qu'on rentre dans une classe ou bien dans un groupe classe, on fait comprendre aux élèves que nous les respectons. Parce que on voit toujours les choses dans l'autre sens. Nous les respectons. Et si nous respectons nos élèves, en retour, nous avons un respect. Ça fonctionne. Nous ça fonctionne, faisons confiance. Mais c'est quand même la marche à l'envers. C'est dans l'autre sens que ça devrait marcher de prime abord. Je crois que ce qui a brouillé un petit peu les cartes, ça a été des théories un peu fumeuses dans lesquelles, ou à partir desquelles on imaginait que l'enfant construisait son propre savoir. Alors c'est très mignon, je veux dire, ça fait plaisir, mais non, qu'il s'approprie des choses qui lui sont transmises, oui, ça c'est certain.
Par contre, qu'il construise lui-même son propre savoir, C'est une qu'il ait une belle utopie. mentalité de chercheur, on en est ravi, mais c'est pas ça. Non. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est, je pense, l'idée, c'est effectivement d'être tout à tous, bon, et de faire en sorte que chacun puisse, dans les enfants, aussi exprimer sa richesse. C'est ça. Ça, c'est très important. C'est très important et ça fait partie du rôle de la transmission. La transmission ne se fait pas sinon. S'il n'y a pas une certaine admiration, en quelque sorte, il n'y a pas de transmission. Mais moi, j'ai des souvenirs comme ça qui sont assez étonnants. Je me souviens, j'étais très très mauvais en primaire et j'avais une écriture épouvantable, mais épouvantable. Et alors j'écrivais, je faisais des lettres beaucoup trop grosses, enfin ça, et par pitié sans doute, ou en tout cas, ou par, je sais pas, enfin, on m'a fait passer en 6e. Et en 6e, j'ai eu un professeur de français qui m'a appelé un jour et qui m'a dit, voilà, je te propose quelque chose de facile. Maintenant, tu vas supprimer 2 lignes en haut et 2 lignes en bas, tu vois. Et puis, tu vas faire tes lettres, voilà. Et il m'a reformaté mon écriture. Mais de moi-même, j'étais incapable de le faire. Je ne savais pas par quel génie il fallait passer pour pouvoir arriver à un résultat convenable et lisible. Je n'ai pas inventé mon propre savoir d'écrire. Il s'est servi de la forme des lettres qu'on m'avait transmises, et il s'est dit, bon, il faut quand même qu'il puisse en mettre plusieurs par page, donc voilà. J'avais besoin d'un maître. Mais c'est un maître en même temps ça qui m'a éduquait. permis d'avoir un contact avec lui qui était privilégié dans une certaine mesure, puisque il était particulièrement attentif à mon écriture. Donc je me suis dit, il s'intéresse à moi. Donc il mettait en valeur ce que j'écrivais. Donc je me suis dit, c'est intéressant. De ce jour, je me suis intéressé à la littérature, à la poésie, aux lettres, Et c'est parce d'une qu'à un manière moment générale. donné, c'est C'est un le peu rôle de du professeur. l'accompagnement Tout seul, je pense que je personnalisé. ne serais jamais arrivé à C'est ça. ça. L'éducateur, pourquoi le professeur refuse-t-il d'être éducateur? Il a peur de mettre un genre de vitre, pas un mur, mais une vitre, un plafond de verre dont il ne doit pas accéder? Pas du tout. Le professeur a peur d'être éducateur parce qu'il ne veut pas devenir le parent. C'est ça la nuance. C'est que justement, quand les élèves ont un affect, des fois, on est au-delà de notre rôle d'enseignant. Et donc, on peut glisser vers le rôle du parent. Moi, j'ai l'impression et que du confident, bien oui, sûr. mais moi j'ai Mon l'impression Dieu. qu'en fait Oui. on ne comprend pas que en fonction des rôles et des personnes qu'on a en face de nous, dans notre relationnel, nous allons avoir l'expression d'un amour qui est graduel et qui doit être découvert pour qu'une relation humaine s'instaure réellement avec les gens et qu'elle ne rentre pas justement et qui nous aide à nous quelque part à nous protéger pour un enfant d'un geste pédophile, etc. Mais pour moi, apprendre ce qu'est l'amour d'un maître envers son disciple, l'amour d'un élève envers son professeur, c'est pas en avoir peur. C'est qu'aujourd'hui, on n'aime plus parce qu'on a peur. On n'aime plus parce qu'on se sent pas légitime. Mais on n'est pas papa ou maman quand on est prof avec des élèves. On est prof. Et donc, Oui, il n'y a pas la possibilité d'apprendre ça dans son métier. Mais Albéric, tout à fait, c'est juste. Et je pense que ça vient aussi d'une crainte, d'ailleurs assez légitime vu le contexte général, Tout à fait. que les professeurs peuvent avoir de passer pour des pères fouettards, par exemple. Et il y a une notion, à mon avis, fausse de l'autorité, de l'exercice de l'autorité, qui généralement, l'exercice de l'autorité, je ne parle pas d'autoritarisme, je parle de l'exercice de l'autorité, au sens du mot, au sens profond du mot. L'exercice de l'autorité a pour effet d'entraîner une discipline qui devient assez rapidement une autodiscipline. Et cette discipline et cette autodiscipline déclenchent généralement chez celui qui la pratique une forme d'admiration, disons, à l'égard de son professeur qui exerce, lui, l'autorité. Ce qui fait que les choses se passent de manière extrêmement paisible et que l'influence du professeur, le travail du professeur, en est grandement facilité. Et je pense qu'après un certain nombre de troubles et de palinodies des années 68, il y a des professeurs qui ont eu très peur de passer pour des pères fouettards parce qu'on leur disait bah, écoutez, exercez quand même une certaine autorité, mais quand même soyez souple. Bon, et en fait, souplesse, c'était un peu un laisser-tout-faire. Donc ça n'est pas sérieux. Ça ne peut pas être tenu. Donc il faut dépasser ce stade-là et il faut comprendre que la relation avec les enfants, si on veut justement
ne pas tomber dans une espèce de paternalisme ou de maternage, enfin je ne sais pas. Je pense qu'il faut l'exercice serein, paisible, d'une réelle autorité qui est souvent due à une autorité de compétence, bien sûr, mais aussi à une autorité naturelle, parce qu'il y a des gens qui ont une autorité naturelle, et puis voilà, une autorité de présence, j'allais dire, enfin bon. Et ça se passe très bien. Moi, je vois dans les professeurs que j'ai eu à côtoyer ou que j'ai eu à embaucher au cours de ma vie, ceux qui avaient le plus d'autorité, je parle de l'autorité réelle, là, encore une fois, étaient les plus appréciés, les plus suivis, les plus admirés. C'est ce que je vous Alix. dis tout à l'heure, il faut que l'enfant admire son professeur. Moi, ce que je voulais vous dire aussi sur l'enfant et la relation avec l'enfant, c'est que les enfants sont très souvent dans des contextes familiaux très compliqués. Ils ont des déficits de maturité sentimentale, c'est terrible. Et moi, très souvent, les enfants en classe m'appellent maman. Alors, tout le monde rit. Oh, il a dit maman. Alors, pour pallier le truc, je dis oui, mon enfant, je vous écoute. Bon, et puis ça passe comme ça. Mais effectivement, l'enfant, L'inconscient. l'inconscient de l'enfant, combien d'enfants en arrivant en classe se jettent sur vous pour vous faire un câlin? Ce qui n'est pas possible. On va dire oh là là. Donc, vous reprenez l'enfant gentiment, sans le brusquer, vous le remettez à 1 mètre de vous. Mais ça, c'est bien parce que les enfants, il y a des carences terribles. Et Alors, qui savent- je reviens juste en tenant et compte que de je ce que pense vous que venez de la dire. maîtresse... Le rôle de l'école, parfois, dépasse complètement la partie consciente de ce que l'école veut porter. Oui. Moi, j'ai un exemple qui m'a beaucoup touché, d'enfants qui avaient justement on sentait une carence affective et puis une espèce de déséquilibre familial, il y avait des choses, enfin, des souffrances qui remontaient. Et puis les parents ont inscrit leurs enfants dans cette école chez nous, qui est une école catholique. Et on s'est demandé un peu pourquoi. Ils n'étaient pas mariés d'ailleurs, mais ça faisait une famille quand même. Eh bien, au bout de 2 ans, les parents, sous l'influence de leurs enfants, se sont mariés et les enfants étaient témoins du mariage de leurs parents. Donc, si vous voulez, rien n'est perdu. Non, non. Ah non, mais je ne dis On pas que peut- les on choses peut sont tout espérer. perdues. Et il y a des choses qui nous dépassent complètement. Il faut accepter qu'elles nous dépassent, qui se passent justement, c'est les interactions entre l'école et la famille. Les enfants se retrouvent entre les deux. Il ne faut pas qu'ils soient comme un bouchon sur la mer, mais au contraire que petit à petit, ils prennent des sécurités. Et qu'est-ce que c'est que l'école, sinon un lieu où on essaie d'apprendre à penser, à réfléchir par soi-même. Parfois, un enfant, il va véhiculer ce qu'il entend à la maison parce que c'est normal, c'est le milieu dans lequel il est. Et puis, il va confronter ça avec ce qu'il entend à l'école, qui ne sera peut-être pas tout à fait pareil, il y aura des nuances. Et puis, lui, il va se faire son idée. À un moment donné, il Mais va c'est là grandir, où quand il va la- grandir, un jeu il va d'influence se faire qui son va- idée. Là, Quand il y a un la jeu d'influence famille- qui s'est fait avec les professeurs, avec les parents. C'est un jeu d'influence aussi qui peut se faire avec les élèves entre les professeurs. C'est un peu ce qu'on a ressenti. Moi, cependant, je constate que la vocation d'enseignement, de professeur, etc., est en train de se perdre parce qu'on dépersonnalise et on dénature ce métier qui est fait de relations. On ne peut pas enseigner sans la relation. On ne peut pas éduquer sans la relation. Et on est en train de déshumaniser l'école. C'est-à-dire que le professeur, il a plus peur que de trouver l'intérêt de rencontrer un élève. L'élève n'a plus aucun intérêt d'être en lien avec un professeur, même quelque part, si on peut le remplacer par un ordinateur, finalement, j'apprendrai aussi bien. J'ai peut-être pas forcément besoin de lui. Une tablette. Et du coup, on est en train de perdre cette nature. Pourquoi ? Parce qu'on a peur d'aimer, on a peur de reconnaître l'autre. Exactement comme dans le monde de la santé, il faut surtout pas parler d'un malade, mais parler du lit, du numéro de la chambre et de la maladie. Et je crois qu'on est en train de dénaturer, de dépersonnaliser totalement la vocation de certaines personnes. Moi, je pense que la lance vocation- le pavé dans la mare. Mais... Tout à fait, Albéric, mais je pense que la vocation, elle existe toujours. Oui. C'est la possibilité de l'épanouir comme on la ressent en soi, qui manque, qui pêche un peu. Mais des gens qui ont la vocation à transmettre des connaissances, à transmettre des valeurs éducatives, il y en a toujours, et il y en aura toujours. La vocation de parents existe aussi, toujours. Je pense que la vocation, elle existe. C'est comme dans l'Église, il y a toujours des vocations. Mais c'est la possibilité de les épanouir, ces vocations. Est-ce que vous sentez que dans le lycée, là, actuellement, privé sous contrat, établissement classique, qui n'est pas dans un statut de hors contrat, mais qui ressemble plus à l'établissement public aussi, sentez-vous chez
celui qui passe son CAPES pour avoir la sécurité professionnelle dans l'enseignement à vie, il y a une vocation, ça brûle encore, il y a une fibre, ou vous sentez qu'il y a deux blocs? Oui, il y a deux blocs. Il y a quand deux même, blocs. Oui, il y a quand même des enseignants qui ont la vocation. Et puis, on n'a pas besoin du CAPES pour savoir qu'on a la vocation. On a son CAPES pour avoir la sécurité de l'emploi. C'est complètement Voilà. ça. Donc, c'est ça. Il y a des gens qui passent leur CAPES bien après parce que... En toute honnêteté, Priscille, on est à quoi? 50-50, ou il y a un tiers d'extraterrestres qui croient en une vocation humaine et les autres qui sont bien plantés? Non, il y a quand même 50% des personnes qui croient en la vocation et qui croient en ce qu'ils font et pourquoi ils sont là. Vous êtes en souffrance? Non, moi non, parce que parce que j'aime ce que je fais et pour moi être enseignant, ce n'est pas un métier et je le dis souvent, les gens sont surpris. Être enseignant pour moi, ce n'est pas un métier. Je me lève le matin, j'ai le sourire, je suis heureuse d'aller faire ce que je vais faire. Si c'est pas un métier, c'est quoi alors? C'est qui je suis. C'est ça. C'est pas, je le fais pas comme un travail. Je veux dire, je sais pas. Pour moi, un travail, c'est quelque chose qu'on porte comme une charge. Mais moi, je vais comme. La première chose que transmet un enseignant, c'est lui-même. Oui. On se transmet soi-même. Et donc c'est l'accomplissement en fait. C'est l'accomplissement, c'est la réalisation de soi-même. Alors moi, pour le métier je parlerai de ma partie qui est le parti primaire. J'ai des enfants qui ont l'âge de se poser les questions des métiers. Et donc, beaucoup de leurs amis se posent la question de l'enseignement. Souvent des filles, d'ailleurs. Mais enfin, voilà, c'est comme ça. Il y a une partie que je trouve dramatique, c'est la formation qu'on leur donne. C'est quand même pas attirant. Le Master 2 de sciences de l'éducation, c'est pas... Elles me montrent leurs cours. Enfin, alors, je veux dire, justement, les partiels sont faits en commun. C'est super, Alix. C'est super, Comment Alix, est-ce que vous voulez que ça les porte quand on dévalorise autant le diplôme qui est nécessaire? Nous aborderons cette question, justement, dans une autre émission. C'est une magnifique transition. Restez fidèles, partagez et mettez des pouces, c'est ça, hein, c'est très important. Et surtout, abonnez-vous, parce que plus vous êtes abonnés, plus ça nous motive à produire des émissions. À très bientôt.